Toute l'avenue Louise est placardée d'affichettes annonçant le bal du bourgmestre. Eh bien, cela me rend très fière, car ce sont mes affichettes. C'est mon projet. C'est moi qui ai remporté le concours. Mais comme récompense, eh bien, je devrais me contenter de ce statut honorifique et d'un carton d'invitation à cette manifestation prestigieuse qui a lieu dans l'immeuble Saint-Larlequin, au -1 de la Galerie Louise. Je ne suis pas en manque de vêtements. Ma mère a toujours veillé au grain, mais je n'ai pas encore de robe du soir. À l'idée de me faire une robe longue, ma mère s'anime. C'est normal, j'entre dans son univers. Elle va pouvoir mettre en valeur ses compétences. Et je sens qu'elle a envie de se rapprocher de moi par ce biais-là. Je la regarde et je suis séduite par ses idées, par sa créativité, ses déductions judicieuses, par ses prises de décision rapides. Je suis surtout séduite par la personne. C'est une vraie chef d'entreprise. Depuis 12 ans qu'elle a arrêté son atelier de confection pour aider mon père à monter son job, elle s'est éclipsée derrière lui. Elle est devenue une bonne ménagère au service de l'homme, c'est-à-dire celui qui fait bouillir la marmite. Alors elle a pris à cœur de faire de lui un homme élégant, irréprochable. J'ai le souvenir d'une mère qui repassait des montagnes de chemises blanches. Il était fréquent que mon père en mette 2 sur la même journée. Et les cols de chemise, que voilà une aventure. Elle prétendait qu'un col dur donne de l'autorité à celui qui le porte. Alors elle passait des heures à glacer les cols avec un fer à boule brûlant. Elle était tout aussi exigeante pour ses costumes, qui occupaient toute une penderie. Elle entraînait mon père 2 fois par an chez un grand tailleur de la rue des Fripiers pour l'achat d'un costume d'hiver et un costume d'été. Je l'entends encore. Elle me disait, moi m'habiller ça ne me coûte rien. Je connais toutes les bonnes adresses en matière de fourniture et je fais mes vêtements moi-même. Alors on a de quoi payer des costumes sur mesure à ton père. Durant tout un après-midi, nous avons, ma mère et moi, feuilleté des magazines de mode. C'était plaisant et inattendu. Nous sommes parvenus à installer un climat de connivence, fait de rires parsemés de clins d'œil. Ça ne manquait pas de drôlerie. Elle anticipait la soirée prestigieuse en la ridiculisant quelque peu. Elle mettait l'accent avec humour sur tous les méfaits que je pourrais éventuellement rencontrer. On peut dire qu'elle m'avait préparé à entrer dans l'inconnu. Merci maman. Et cette leçon de choses m'a énormément servi tout au long de ma vie. J'anticipe tous les événements. Je me projette constamment dans le futur et maintenant, en écrivant ces lignes, je pense bien que c'est elle qui m'a appris cela, ce jour-là. 3 jours plus tard, samedi matin, nous nous retrouvons rue Neuve devant une marchande ambulante qui pousse une charrette chargée de tissus. La femme a les yeux inquisiteurs, elle redoute la police. Et ma mère, qui a connu la pauvreté, préfère s'approvisionner à la charrette, mais primo parce que c'est moins cher qu'à la Maison Dorée, et surtout parce que cela va permettre à la pauvresse de manger à sa faim. Sans la moindre hésitation, ma mère commande 20 mètres de jersey de soie d'un blanc immaculé presque lumineux. Elle a décidé de me faire une robe drapée à la grecque, dont le haut du corsage serait garni de pierreries dans un camailleux turquoise. Eh bien, ma robe a fait sensation. J'étais fébrile en descendant le grand escalier. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai adoré cela. Ça fait monter l'adrénaline et ça n'enlève pas les qualités humaines de la personne. Je me suis sentie récompensée, car je n'étais plus n'importe qui. J'étais la fille de 19 ans qui avait créé l'affiche de cette somptueuse manifestation. Wow. On dit que la vie obéit à des cycles. Alors quand on est à l'apogée de ce désir existentiel, il ne faut pas perdre de vue que la roue tourne. On pourrait se demander, oui, mais à quoi ça sert? Eh bien, moi je pense que ça ne sert à nous faire évoluer. C'est ce que je pense. Quand tout est parfait, plus rien ne se passe. La routine s'installe et l'ennui pointe le bout de son nez. Qui appelle à sa rescousse, sa petite cousine la déprime. Qui déteint sur le corps, qui se met en arrêt maladie.
ce qui rend le cerveau imperméable à toute remise en question, et la frustration étant tellement grande, on rend la Terre responsable de notre déconvenue. Et comme elle ne comprend toujours pas tout de suite, on exprime de la haine ou de la colère qu'elle ne veut toujours pas entendre, alors on retourne cette haine et cette colère contre soi, et on détruit sa vie. Et la roue avait commencé sa descente. Au quotidien, tout était plus difficile. Mon père avait l'obsession de ne pas avoir le temps de terminer le réaménagement de la maison. Il projetait d'y installer un chauffage central en passant par les souterrains qui reliaient notre bâtiment à une espèce d'abbaye à Dilbeek. Et c'est comme cela qu'on s'est retrouvé avec un sol éventré sur 2 mètres de profondeur, suivi de galeries souterraines dans lesquelles mon père s'est aventuré sur 1 kilomètre et est revenu bredouille et 10 fois plus curieux encore qu'à l'aller. Cela a duré des mois. Et mon père se plaignait de plus en plus de son bras gauche qui lui jouait des tours. Puis vinrent les vacances de Pâques et ma mère insista pour passer 15 jours dans notre maison à Al-sur-Semois afin de décompresser et de prendre du repos. Là, mon père se sentait bien. Il était chez lui, dans son village, avec sa mère qui occupait la villa jumelée à la nôtre. C'était son cadeau à sa mère, pour laquelle il avait une grande admiration. « Voilà, maman, ici tu seras bien, c'est pour toi. » Alors elle se blottissait dans les bras de son fils chéri, et en silence les larmes coulaient sur ses joues. Durant les week-ends à Halle, c'était la fête. Mon père avait renoué avec tous les anciens maquisards, encore en vie. Alors les samedis soirs étaient copieusement arrosés pour rafraîchir les mémoires oubliées. Cela sécurisait très fort ma mère qui dormait sur ses 2 oreilles, parce qu'elle ne voyait pas de femmes dans les parages, si ce n'est quelques amourettes de jeunesse depuis longtemps refroidies. Mais un diable aux yeux lubriques et à la fourche pointue avait investi le village depuis quelque temps, sans que ma mère s'en aperçoive, et cela en la personne d'une certaine Mimi, qui s'était jurée d'avoir un jour mon père dans ses bras. Plus d'une fois, j'ai surpris mon père avec un petit garçon sur les genoux. Quand il entrait comme chez lui, dans l'arrière-cuisine du magasin d'alimentation, il disait « Tiens, voilà le schmilblick !» Et le petit se précipitait dans ses bras. Ça me faisait tout bizarre. Lui qui ne m'avait jamais prise sur ses genoux, mais je me disais, bof, il apprend à devenir grand-père. Et ma tête pensait à autre chose. Ce samedi de Pâques 1961, le malin avait décidé de se faire un petit poker pour se mesurer à la force de la vie. L'alcool aidant, il n'avait eu aucun mal à titiller mon oncle, le frère de mon père, qui était d'une jalousie morbide à son égard. Ben oui, ça faisait 47 ans que cela durait. Le jour de la naissance du plus petit qui allait prendre sa place et qui possédait plus de moyens de séduction que lui pour y arriver. Maurice avait eu toutes les filles du village, et lui pas une seule. Eh bien, un jour, il faut payer. Et la manière d'envoyer la facture fut de révéler au public que Maurice était le père du schmilblick. Il s'en est suivi un déluge apocalyptique. Ma mère s'est effondrée et 2 camps se sont affrontés. Il y avait ceux qui défendaient Maurice pour tout ce qu'il représente, et il y avait ceux qui timidement se rapprochaient du colonel, c'est-à-dire de mon oncle, parce que timidement, il ressentait une petite pointe de jalousie envers ce Maurice tellement gâté par la vie. Au bout de plusieurs heures de palabres, d'engueulades et de cassage de gueule, dans la grande salle du café de la place, mon père a levé son verre en signe d'armistice. Et le verre a quitté sa main droite et s'est brisé sur la table en marbre. Et son corps tout entier s'est effondré sur la gauche, en emportant ma mère avec lui. Il était mort. Moi, je n'ai pas assisté à cela, et personne n'a osé ce jour-là me raconter l'événement. Et durant les 10 années qui ont suivi, je n'ai jamais su que le schmilblick était mon petit frère. Cette soirée-là, j'avais accompagné des amis à une fête très loin de Halle.
Et comme on me l'avait proposé, j'avais laissé ma 2 chevaux au parking de Récréal. Je m'ennuyais à cette soirée. J'étais mal dans ma peau. Je regardais l'heure sans arrêt. Je souhaitais que le temps passe plus vite, qu'on rentre à Halle. Sur le mur de la salle, juste en face de moi, se trouvait une grande horloge. Au premier regard, je n'avais pas prêté attention, mais cette horloge ne fonctionnait pas. Elle était arrêtée sur 2h15. Et chaque fois que je levais les yeux, je lisais 2h15. Et c'est seulement à 4h du matin que les fêtards, c'est-à-dire mes amis, ont jugé bon de reprendre la route. Ma 2 chevaux m'attendait sur le parking, mais une autre voiture était garée à côté d'elle. C'était Jacques, un ami de mon père, qui m'attendait depuis 3 heures pour me préparer au pire. Le devant de la maison était rempli de bagnoles garées çà et là. On ne voyait pas de lumière à l'intérieur de la maison. Mais il était là, comme un gisant, sur la table de la salle à manger, entouré de tentures noires. Beaucoup de gens étaient là, debout, inertes. Ma plus jeune tante, c'est-à-dire la 2e femme du colonel, essuyait avec son mouchoir une légère mousse sortant de la bouche de mon père. Elle aussi avait dû fantasmer sur lui. Cela me dérangeait qu'elle le touche, mais je ne savais pas dire pourquoi. Alors je me suis approchée de lui en lui disant dans ma tête, mon petit papa, je t'aime tant. J'ai encore tellement besoin de toi et tu me laisses tomber. J'ai déposé ma main sur son bras et un choc électrique m'a envahi. Il était froid et dur comme une pierre. J'ai pas pu l'embrasser, c'était pas lui. Il était parti ce samedi de Pâques à 2h15 du matin. Il avait 47 ans. 3 jours plus tard, le village était occupé par une foule inconnue. Les clients amis de mon père étaient venus des 4 coins de la Belgique. Une délégation était venue d'Angleterre. Les anciens maquisards s'étaient habillés comme à l'époque et portaient le drapeau de la victoire. Une chape de plomb était tombée sur le village. Tous les jardins avaient été dépouillés de leurs fleurs. Durant 20 ans, sa tombe n'est jamais restée sans fleurs. Puis les fleurs se sont faites plus rares, puis il n'y en a plus eu. J'ai supposé que toutes ces amoureuses l'avaient rejoint au pays des rêves, là où il est, et là où j'espère qu'il sera quand viendra mon tour. On a fermé la maison durant des années, en espérant que les fantômes finiraient par se lasser. Et dans la maison d'à côté, ma grand-mère s'est emmurée dans son chagrin. Salope de vie.